Laurens. Bonjour. Je rappelle que vous êtes politologue, enseignant au département de sciences politiques, et vous avez récemment et aujourd'hui à propos justement de cette histoire de Belgique que vous connaissez bien, et sur la partie que vous avez, amenée dans le MOOC, à savoir les réformes de l'État. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un beau résumé de tout ça? Oui, on peut faire un petit résumé. Donc, les réformes de l'État que j'ai traitées, c'est celles de 1970 jusqu'à 1994. Elles continuent après, hein, on le sait, et elles risquent de continuer encore après, mais on n'en sait rien, on le suppose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont, à partir de 1970, la conjonction de deux mouvements qui sont des mouvements très différents. Il y a un mouvement flamand qui, depuis plus de 100 ans, depuis en fait 1838, et l'écriture du Lion des Flandres par Henri Conscience, il y a un mouvement flamand qui demande une autonomie culturelle. Il voudrait bien pouvoir développer sa culture, son enseignement, sa langue, comme il le souhaite. Et le mouvement flamand est relativement, je dirais, homogène de ce point de vue-là depuis le début. Et dans les années 60, il se passe des choses intéressantes pour ce mouvement flamand, parce que d'abord, il y a une jeune génération qui a été formée à l'université de Gand, complètement flamandisée depuis seulement 1930. Hein, donc c'est vraiment la nouvelle génération qui arrive, dirigée par un jeune très très dynamique qui s'appelle Wilfried Martens, qui en 1958, à l'Exposition universelle, a déjà fait des actions contre le pavillon à l'exposition universelle de pavillon belge, qui n'utilisait que le français et l'anglais, en disant c'est quand même honteux, la langue de la majorité de la population n'est même pas exposée dans ce pavillon. Et donc il a à ce moment-là eu beaucoup de notoriété, il est devenu président des jeunes du CVP, et sous cette impulsion-là, d'une part, sous l'impulsion des revendications des étudiants flamands à Leuven, qui demandaient que Louvain, puisque c'est en territoire flamand, n'accueille que des étudiants flamands et que les étudiants francophones, vous savez, les bourgeois un peu méprisants qui se moquaient des ouvriers flamands, hein, c'était très clair, les ouvriers et les paysans flamands étaient humiliés systématiquement par les Wallons à l'époque, et encore plus par les bourgeois wallons, évidemment, qui se retrouvaient dans cette université. Et alors, on a vraiment des mouvements populaires qui revendiquent l'exclusion des francophones hors de Flandre. Et c'est un mouvement qui est massif, qui est répété, qui dure presque toute la décennie 60 et qui culmine, j'ai envie de dire, en 68, au moment où, en janvier 68, un député du CVP dit au Parlement mais enfin, est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités? Est-ce qu'on va enfin prendre une décision? Et donc il force les ministres CVP à agir dans le gouvernement implose, organisation des élections, et à ce moment-là se met en place le Rassemblement Wallon du côté francophone, qui lui a un tout autre agenda. Le Rassemblement Wallon vient d'un mouvement syndical renardiste qui demande des réformes de structure économique, mais aussi le fédéralisme pour que les Wallons aient enfin les moyens de redévelopper leur économie, parce que le déclin sidérurgique et charbonnier est déjà enregistré. Et donc on a deux mouvements très différents, les Wallons qui demandent une régionalisation avec comme objectif l'économie, et les Flamands qui demandent une communautarisation basée sur le culturel. Et comment est-ce qu'on va faire pour mêler ces deux demandes qui n'ont, je dirais, rien à voir les unes avec les autres? Mais tout simplement en les juxtaposant. Et donc on fait ce qu'on appelle maintenant une lasagne institutionnelle. Et donc on a une couche de régional, une couche de communautaire. Au-dessus, il y a ce qu'on va appeler en 94 seulement le fédéral. Donc jusque-là, ça s'appelle encore le national. On n'osait pas dire qu'on allait faire un système fédéral, sinon on aurait eu des révoltes de tous les Belgicains qui voulaient défendre le statut de la Belgique. Et donc voilà un petit peu comment la dynamique commence. Ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique est en quelque sorte reproduite maintenant. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement flamand qui est très structuré autour de la NVA, d'une part, et du Vlaams-Belang, d'autre part. La NVA est le plus gros parti de Belgique depuis 2010, avec un agenda relativement clair, puisque l'article 1 de ses statuts, c'est « Nous voulons une Flandre indépendante dans une Europe démocratique ». Hein, c'est très clair. Alors évidemment, si l'Europe démocratique dit non à l'indépendance des sous-États, comme elle l'a fait en Catalogne, la NVA est un peu plus mal à l'aise. Mais ça veut dire en tout cas que le mouvement vers plus d'autonomie encore des entités fédérées est en route.
a recommencé à marcher. Et donc ça, c'est assez important de l'enregistrer quand même. Il y a eu la 6e réforme de l'État négociée à la suite de cette puissance de la NVA en 2010 par Elio Di Rupo, qui est devenu Premier ministre et qui a réussi à faire une réforme qui a quand même acté, qui a permis en fait un déplacement du centre de gravité budgétaire. Maintenant, il y a plus de moyens étatiques qui sont gérés par les entités fédérées que par l'État fédéral. Ça c'est clair, c'est déjà basculé. Et donc maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute une série d'autres prérogatives et compétences de l'État fédéral dont les Flamands veulent s'emparer. C'est très clair. Et ce mouvement-là, il est apparemment irréversible, puisqu'aux dernières élections, la NVA a un peu perdu, mais toujours le premier parti de Belgique, et elle est maintenant talonnée, et dans les sondages, depuis 2019, elle est dépassée par le Vlaams Belang. Donc, autrement dit, le mouvement flamand, maintenant, est beaucoup plus important qu'en 1968. Et donc, ce qui déjà avait forcé la modification du système politique belge en 1968, ben, c'est encore plus fort pour le moment. Et donc les francophones essayent juste de se mettre en ordre de marche. Est-ce qu'on veut, face à la... Enfin, il ne faut pas oublier un des détails de l'histoire politique belge, c'est que, détail à nos yeux, de nous, liégeois, hein, mais ce n'est pas un détail pour la population concernée, c'est que les Flamands considèrent que Bruxelles devrait être gérée par les deux communautés, et que les Bruxellois n'ont pas à avoir leur propre gouvernement, leur propre région. Et donc encore maintenant, la ministre de l'Intérieur vient dernièrement de dire ben, nous proposons un schéma de la Belgique à 2 communautés et 2 petites entités qui n'auraient pas d'autonomie. La communauté germanophone, alors que la communauté germanophone a déjà une autonomie, je ne vois pas comment on lui retirerait, hein, je veux dire, bon, voilà. Et d'autre part, à Bruxelles, les Bruxellois, grâce à la lutte de 19 ans d'affilée, entre 1970 et 1989, donc les francophones n'ont pas arrêté de se battre pour que les Bruxellois aient leur autonomie régionale. Ils l'ont acquis, je ne vois pas comment un seul député francophone pourrait faire marche arrière. S'il y en a un seul qui fait marche arrière, il est hors du jeu politique, tout simplement. Je ne pense pas que les Bruxellois pourraient accepter ce genre de choses, tout simplement. Donc c'est une demande inimaginable et inacceptable par les francophones, mais que les entités fédérées, par exemple la région flamande, aient plus de pouvoir, ça paraît inévitable aussi. Et donc on est bien dans cette dynamique-là, tout à fait paradoxale, qu'on risque de voir lors des élections de 2024, ben, le mouvement flamand encore plus puissant qu'en 1968. Et donc, lorsque l'on parle de la 7e réforme de l'État, quelles sont les matières qui sont envisagées alors dans ce cadre-là ? Tout. J'ai envie de dire... Enfin, je dis tout pour simplifier, mais en réalité, non, ce ne sera pas tout. Hein. Très clairement, il y a des revendications très concrètes. Par exemple... On voit bien que les Flamands sont en train de demander que le système de soins de santé soit plutôt communautarisé à leurs yeux. On voit bien que quand on a fait ça pour les allocations familiales, en réalité, on a régionalisé. Donc c'est assez intéressant à observer, d'ailleurs, comment à Bruxelles, on a régionalisé, on n'a pas du tout communautarisé. Donc à Bruxelles, il y a une gestion unique des allocations familiales, et probablement que le fait régional s'imposera dans cette dynamique-là aussi, dans cette compétence de soins de santé. Mais pour le moment, les soins de santé, comme on l'a dit de nombreuses fois pendant la crise, ben, c'est réparti en fonction des différentes compétences des différentes entités. Donc au niveau fédéral, c'est la sécurité sociale, y compris le paiement des allocations de maladie et d'invalidité. Hein. Donc ça c'est fédéral. Mais par contre, le subventionnement des infrastructures hospitalières, c'est régional. Et par contre, la politique de santé préventive, c'est communautaire. C'est pour ça qu'on disait, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on a autant de ministres ? Bien parce qu'ils n'ont pas les mêmes compétences. Ils ne font pas la même chose, leur travail n'est pas le même. Et donc, effectivement, si on veut coordonner tout ça, ben, on a le comité de concertation qui est fait pour ça. Alors c'est très intéressant parce que le comité de concertation avait été inventé en quelque sorte déjà à la 2e réforme de l'État en 1980. Mais ça n'a jamais fonctionné. Parce que la plupart du temps, quand ils se réunissaient, ils disaient alors nous, vous voulons ça, ah, vous voulez ça. Eh bien nous ne voulons pas.
Et donc, les gens se quittaient en se disant, ben voilà, on a fait un comité de concertation, on n'est pas d'accord, point terminé, hop, hop. Et la plupart du temps, les réunions arrivaient à un nul. Personne ne pouvait imposer son avis. Depuis la crise du Covid, on a fait fonctionner ce comité de concertation. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui partent de points de vue opposés. On peut dire que Jan Jambon, Rudy Vervoort et Elio Di Rupo n'ont pas le même point de vue sur le système. Et Pierre-Yves Jehollet non plus. N'oublions pas, Pierre-Yves Jehollet est un des libéraux qui était régionaliste avant de devenir ministre de la Communauté française. Tandis qu'Elio Di Rupo n'a jamais été régionaliste. Il a toujours été belgicain. Et donc, c'est très intéressant. Tous ces points de vue-là sont assez différents. Rudy Vervoort est un régionaliste bruxellois, et il ne peut pas le dire, puisque les Bruxellois ne veulent pas dire qu'ils sont régionalistes, parce qu'ils accusent les Wallons d'être régionalistes. Mais enfin, c'est une question d'accusation réciproque. Ça n'a aucun rapport avec le contenu réel. Et donc, voilà, effectivement, ce qui se passe maintenant pour la 7e réforme de l'État, c'est que toute une série de compétences sont possiblement à répartir, et ça dépendra des volontés de résistance. Pour les francophones, je vais dire dans l'autre sens. Pour les néerlandophones, les revendications sont encore basées sur le socle des votes du Parlement flamand le 3 mars 1999, donc ça date quand même maintenant d'il y a 22 ans, et ces résolutions du Parlement flamand consistaient à demander la communautarisation de toute la sécurité sociale, sauf les pensions. Puisque là, les pensions, les Flamands coûtent plus que les francophones. Donc, tout le reste, ils demandaient la régionalisation. Et ils demandaient aussi que, de nouveau, Bruxelles soit co-gérée par les deux communautés. Alors voilà, on voit bien qu'on a avancé sur les allocations familiales lors de la 6e réforme de l'État. Très probablement, on ne pourra pas laisser les demandes flamandes dans l'oubli, et quelles que soient les position totalement minoritaire des libéraux flamands, par exemple, qui disent « Ah, mais ce serait bien de refédéraliser certaines compétences », c'est absolument inaudible par tous les autres partis flamands. Tout simplement. Donc c'est inaudible, à part le PVDA, je veux dire, mais qui n'est pas un parti flamand, c'est un parti communiste, je dirais. Donc. Mais par rapport à tout ça, on parle beaucoup du mouvement flamand. Est-ce que les francophones y ont perdu beaucoup, et comment? C'est un peu l'impression qu'on a, mais peut-être qu'elle est fausse. Moi, je pense que c'est une impression fausse, parce que ce que les francophones ont perdu, c'est l'illusion de l'unité nationale. Mais c'est une illusion. Alors, j'ai essayé, avec celui qui a été mon formateur à l'université, Jean Beaufailly, de voir à quel moment est-ce qu'il y a eu un patriotisme populaire en Belgique. Et on s'est dit, le seul moment qui aurait pu être un moment comme ça, c'est après la guerre 14-18 et la résistance héroïque menée par l'armée belge sous la direction d'Albert Ier. Il y a eu là un sentiment de patriotisme important, mais uniquement du côté francophone. Du côté flamand, le Frontpartij, donc le parti des soldats qui avaient été au front et qui, eux, étaient les soldats de terrain, et qui étaient commandés par des officiers francophones, qui les méprisaient largement. Et le souvenir de ce mépris est toujours présent dans la mémoire des Flamands, encore à l'heure actuelle. Et donc ce mouvement frontiste avait un succès formidable. Ce n'était pas un des 3 grands partis, mais il était présent. Et si bien que les partis flamands ont été obligés de prendre pour eux une partie des revendications du Frontpartij. Notamment la flamandisation de l'université de Gand, qui était demandée par les Flamands depuis 1847 et le manifeste du mouvement flamand, voilà, ça a été enfin acté en 1930. Les grandes lois linguistiques, c'est des années 1930. Et donc là, on a effectivement un système qui montre qu'il y a eu du côté francophone une perte de l'illusion belge. Mais il y en a encore beaucoup qui ont cette illusion. Sur ma page Facebook, j'ai régulièrement des Belgicains qui me disent, quand vous parlez de la Belgique à 4 régions, qui est une des positions de certains francophones, eh bien, vous participez à laisser détricoter notre bel État, etc. Et on voit toutes ces nostalgies qui sont là. Mais en termes de compétences, qu'est-ce qu'on a perdu concrètement? Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas les moyens
de mener une politique économique et sociale de redéploiement. Oui, mais si on reste dans un système de décision unique avec les Flamands, qui refusent, eux, parce qu'ils n'ont pas la même vision politique que nous, qui refusent que ce soit le pouvoir public qui relance l'économie et qui soit très actif dans le social, de toute façon, on est paralysé. Alors qu'on soit paralysé parce qu'on est dans un État unitaire où nous avons peu de moyens parce que la majorité des politiciens flamands, c'est-à-dire du peuple flamand, des représentants du peuple flamand, ne veut pas qu'on continue dans cette voie politique-là, ou bien parce que, objectivement, nous n'avons pas les moyens, je ne vois pas très bien ce que nous perdons. Et donc, je dirais, objectivement, je ne pense pas que les francophones ou les Wallons y aient perdu. Bonne nouvelle. Pour quitter ce terrain-là et revenir sur le MOOC, il y a une partie du MOOC qui concerne l'Afrique et qui concerne les rapports entre la Belgique et l'Afrique. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est déterminant? Est-ce que c'est plus déterminant aujourd'hui? Non, ça nous paraissait très important, à Catherine Lano et à moi, de participer, je dirais, à la réflexion collective en Belgique que les historiens ont terminée, je dirais, sur ce que la colonisation a été et ce que la décolonisation ou post-colonisation, quand on est un peu plus sévère vis-à-vis des pays du Nord, a été aussi. Et donc là, on a des rapports parlementaires coécrits par des historiens qui renversent, je dirais, l'image de ce que les Belges avaient de leur action. On a un rapport sur le génocide des Tutsis au Rwanda et on a un rapport parlementaire sur l'assassinat de Lumumba. Alors, ce n'est pas complètement achevé comme travail, mais c'est déjà très fourni. Et je dirais, il y a un très grand accord du monde historien, que ce soit d'ailleurs des Africains ou des Européens, sur comment la Belgique a agi quand elle était au Congo et comment maintenant elle agit encore avec ces anciens pays. Et ce qui est intéressant, je dirais, ce qui nous avait justifié à nos yeux ce chapitre-là, c'est le fait que mon collègue, le professeur Bob Kabamba, disait un peu en riant, en 1960, il y avait 120 000 Belges au Congo pour organiser la colonisation, et puis maintenant, il y a à peu près 120 000 personnes d'origine congolaise en Belgique. Et donc, je dirais, les liens entre la Belgique et le Congo ne se sont pas distendus. Évidemment, les Congolais ont pu déployer leurs relations internationales avec d'autres pays, avec les États-Unis, le Canada, l'Inde, la Chine, etc., etc. Et ils utilisent ça de façon très, très intelligente, je dirais, quel que soit le pouvoir et quel que soit d'ailleurs l'aspect démocratique ou non de ce pouvoir. Mais en tout cas, ils utilisent la diversité des pouvoirs. Mais la population congolaise, il y en a énormément de gens qui ont choisi dans leur exode, dans leur diaspora, de venir en Belgique. Et donc on voit bien que la Belgique et l'Afrique centrale, parce qu'il y a le Congo, mais il y a aussi le Rwanda et le Burundi quand même, sur lesquels la Belgique a eu un mandat après la Première Guerre mondiale. Et donc les ressortissants de ces trois pays sont, je ne vais pas dire préférentiellement en Belgique, parce que évidemment les États-Unis et la France en accueillent beaucoup aussi, hein, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et donc ces échanges-là, qui étaient au moment de la colonisation, des échanges, je dirais, de type militaire d'abord, hein, et puis missionnaire, et puis d'intérêt économique et capitaliste. Et donc, ces trois raisons, je dirais, d'être au Congo, maintenant c'est un peu inversé. Ce sont des Congolais qui viennent chez nous et qui souvent font l'aller-retour, d'ailleurs, et qui sont des gens qui voyagent et qui vont de l'Europe à l'Afrique et vice-versa. Donc ce ne sont pas, pour la plupart des gens, ce ne sont pas des gens qui restent tout le temps en Belgique, c'est des gens qui ont effectivement une relation très, je dirais, très nomade sur le monde de 2021. Merci beaucoup. Mais de rien, c'est un vrai plaisir.